Ça va faire 10 ans que j'ai des agences et que je suis actionnaire dans des agences. Alors je peux te dire qu'en termes de gestion d'agence, j'ai fait à peu près toutes les conneries possibles et c'est comme ça que j'ai appris. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 15 conneries à ne pas faire avec ton agence si tu en as une. La première erreur à ne pas faire, c'est d'afficher ton prix sur ton site web. Donc de mettre directement sur le site pour combien tu travailles ou à partir de combien tu travailles. Je sais que ça paraît une bonne idée parce qu'on se dit que comme ça va qualifier les prospects à l'avance et qu'on aura des rendez-vous qu'avec des gens qui sont prêts à payer. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi beaucoup de désavantages et des désavantages qui, à mon avis, sont plus lourds que ce petit avantage. Premier désavantage, déjà, c'est que tu vas avoir moins de rendez-vous. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer le nombre de gens qui prennent rendez-vous avec toi par curiosité de savoir combien ça va coûter. Ça ne veut pas dire que ces gens ne vont pas pouvoir investir ou n'ont pas l'argent pour te payer. Découvrir combien ça va coûter, c'est en réalité un des premiers facteurs pour lequel on prend rendez-vous. Donc c'est important de garder ce mystère jusqu'au rendez-vous. La deuxième raison, c'est qu'une fois que tu vas afficher un tarif, ce tarif sera imprimé dans l'esprit du prospect. Et donc, c'est pas une fourchette que tu as partagée, c'est pas un prix à partir de, c'est le prix qu'il va vouloir quand il va venir vers toi. Si tu as affiché à partir de 2500 euros pour un site web, même si son site web est un peu complexe, contient pas mal de pages, etc., tu verras qu'il va tout faire pour te négocier jusqu'à 2500 euros. Tu auras beaucoup de mal à augmenter tes tarifs. Et l'autre raison pour laquelle je te déconseille de mettre tes prix en avant sur ton site web, c'est que si tu les mets en avant, probablement que c'est parce que t'es pas très cher et que ton prix est à tes yeux, en tout cas, un avantage concurrentiel. Le truc, c'est que si t'es pas très cher et qu'en plus tu le montres, eh ben, probablement que tu laisses une grande partie de l'argent que tu pourrais faire sur la table. Dans le sens où aujourd'hui, si tu as un prix affiché à 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros pour un site web ou 300 euros par mois pour du Google Ads, ce genre de choses, le truc c'est que tu t'interdis du coup de trouver des clients qui sont prêts à payer plus. Si tu affiches 500 euros ou 1000 euros sur le site web, tu vas pas attirer des clients qui sont prêts à payer 5000 ou 10 000 euros. Pourtant, probablement qu'avec les mêmes compétences que ce que tu as aujourd'hui, tu pourrais te vendre beaucoup plus cher et apporter des résultats à ces gens-là. Donc, en affichant ton prix, tu t'interdis d'avoir de meilleurs clients. Parce que ton prix va faire fuir les gros clients et va n'attirer que ceux qui viennent pour de l'économie, pour avoir des prix bas. Et même si tu affiches un prix que tu considères comme plutôt élevé, ça restera la même logique. Tu vas faire fuir tous les clients qui vont payer encore plus, tu vas perdre des rendez-vous parce que la plupart vont se dire oula, 5000 euros pour un site, je vais aller voir ailleurs. Alors qu'en réalité, si tu avais obtenu le rendez-vous avec cette personne, peut-être que tu aurais pu la convaincre de payer 5000 euros pour son site. Donc, bref, afficher son prix pour moi, c'est une erreur, je te le déconseille. Deuxième connerie à ne pas faire, c'est de te positionner sur des prix bas pour te faire une crédibilité, puis espérer plus tard monter ton prix. Dans la pratique, ça va pas se passer comme ça. Pour une très bonne raison. La première, c'est que tu peux pas te créer une crédibilité et un positionnement haut de gamme en ne faisant que des ventes sur du bas de gamme. Tu peux pas, même en faisant 500 clients, 600 clients différents à 1000 euros, tu vas pas te créer une crédibilité pour des sites web à 20 000 euros. Si tu veux avoir une crédibilité, une légitimité pour vendre des sites web à 20 000 euros, il faut que tu ailles bosser sur des gros dossiers. Et il faut que tu acceptes la pénibilité de trouver ce premier gros client. Le fait d'avoir énormément de petits clients ne va jamais t'aider à aller plus haut et plus loin. Et généralement, c'est plutôt l'inverse. Plus tu vas vendre à petit prix et plus tu vas renforcer ton positionnement sur le petit prix. Et donc forcément, plus ta réputation va se faire, plus on va parler de toi pour ce pricing-là, et plus ce sera compliqué pour toi de te détacher de cette position d'économie ou de bas de gamme. Donc si tu veux livrer un service un peu premium avec des prix plutôt high ticket, ou en tout cas t'adresser à des boîtes qui te payent plusieurs milliers d'euros pour ce que tu sais faire, fais-le dès le début, même si tu as un syndrome de l'imposteur, même si tu t'en sens pas capable aujourd'hui, vaut mieux trouver des solutions alternatives comme de sous-traiter, ou te faire coacher sur ton mindset, ce genre de choses, que d'aller vers du bas de gamme et te dire que plus tard tu augmenteras tes prix. C'est généralement un mauvais plan. Troisième connerie à ne pas faire, ça aussi je l'ai fait à mes débuts, c'est de faire payer un service qui est plutôt cher en de très nombreuses mensualités pas cher. Du genre, le site web à 4000 euros que tu vas pouvoir payer en 48 mensualités de 70 euros, 80 euros. Ça paraît une bonne idée parce que du coup, ça nous permet d'avoir des paniers moyens et une valeur de client qui est plutôt élevée, mais de faciliter la vente et le paiement du côté du client en l'étalant dans le temps. Le problème, c'est au niveau de ta rentabilité. Certes, au niveau de tes ventes, ça va t'aider à faire une tonne de ventes. Tu vas trouver dès ton premier mois d'activité 15 clients, j'ai aucun doute là-dessus. Le truc, c'est que tu vas devoir te retrouver à devoir livrer tous ces clients dès le premier mois. Même s'ils doivent payer en 48 mensualités, ils vont pas attendre le 48e mois pour être livrés. Ils vont vouloir être livrés peut-être dans les 2, 3, 4 premiers mois, 6 grand maximum. Ce qui veut dire que très rapidement, tu vas devoir créer le site web. Et donc, si tu es par exemple à 100 euros par mois,
imaginons, pendant de nombreux mois, et que tu dois livrer au bout du troisième mois, bah, techniquement, tu vas devoir livrer ton site web après avoir encaissé à peine 300 euros. Le truc, c'est que, alors, ça veut dire que tu auras travaillé pour 300 euros, et si le client disparaît demain, s'il fait faillite ou s'il arrête de payer, alors tu peux toujours lui couper son site web, mais tu auras quand même perdu ton temps. Tu ne peux pas sous-traiter, parce qu'évidemment, une sous-traitance te coûtera toujours plus que 300 euros si tu veux livrer de la qualité. Et évidemment, bah, tu pourras jamais livrer une qualité supérieure. Tu pourras jamais te faire une réputation de qualité en construisant des sites que tu dois livrer alors que tu as encaissé que 300 euros. Si tu dois livrer un site pour 300 euros, entre guillemets, tu vas devoir travailler vite, travailler pour pas cher, tu vas pas pouvoir investir dans ton service, dans ce que tu vas livrer. Donc tu vas livrer un truc un peu mauvais. Et donc forcément, tu vas te créer une réputation de quelqu'un qui vend des sites au rabais, à l'appel, avec très peu de soins, très peu de qualité. Donc le fait de vendre et de se faire payer en petites mensualités, ça paraît sexy pour la vente et pour le côté commercial, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr que ton commercial, il serait ravi que tu lui dises qu'il peut faire ça. Mais au niveau de la rentabilité et de la livraison, alors là, tu vas sur l'autoroute, mais au bout de l'autoroute, c'est un gros mur, je peux te le dire. La quatrième connerie à ne pas faire, c'est d'avoir un site moche. Alors je suis navré parce que c'est subjectif, mais je vous le dis encore une fois en toute bienveillance, mais si votre site est moche, vous allez avoir du mal à vous vendre, peu importe ce que vous vendez, que ce soit des logos, du graphisme, des sites web, de la publicité, du community management. Si votre image n'est pas belle, si elle ne donne pas envie, et attention, quand je dis belle, après on a tous chacun notre perception des goûts et des couleurs, hein, c'est bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si matériellement votre site, vous savez qu'il n'est pas au goût du jour, si vous savez qu'il n'est pas moderne, il n'est pas dans les normes de ce qu'on considère comme beau aujourd'hui, eh bien vous allez déclencher, la première impression de votre prospect sur votre site sera un avis négatif, sera une mauvaise perception. Si la première impression de votre prospect c'est oh, c'est pas ouf, en voyant votre site, le problème c'est que vous n'allez pas le mettre en confiance. Même si vous vendez pas des sites internet, si on n'a pas l'impression que vous êtes capable de faire quelque chose de beau pour vous-même, on n'aura pas l'impression que vous serez capable de faire quelque chose de beau pour votre client. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on tombe souvent, hein. Le cordonnier mal chaussé. Mais le cordonnier mal chaussé, ça a ses limites. C'est drôle chez les cordonniers. Chez nous, c'est plus drôle. Il faut avoir un site web qui a de la gueule et qui met en confiance. En fait, votre site web, c'est un peu votre premier portfolio, votre première vitrine. Il faut qu'elle mette en confiance. Ce que vous montrez, c'est la meilleure des vitrines pour votre propre agence. Donc évidemment, votre site web doit être beau, doit être irréprochable, entre guillemets. On pourra toujours l'améliorer, j'en suis convaincu, mais il faut que la base soit irréprochable. Cinquième erreur, c'est de ne pas être sur les réseaux avec ton agence et de ne pas te montrer. Alors, je sais que ça va faire grincer des dents parce que je sais que tout le monde n'est pas à l'aise de se montrer sur les réseaux et je le comprends. Le problème, c'est que quand on a une agence, on vend du service et du service, c'est de la confiance. Parce que quand tu vends ton service, tu vends en fait, tu fais la promesse à quelqu'un que tu vas être capable de lui livrer un résultat. Mais aujourd'hui, tu lui vends de l'air, du vent. Enfin, tu n'as rien de matériel à livrer. Tu lui promets que tu lui faire un beau site web. Tu lui promets que ta campagne de pub, elle va générer de bons résultats. Bon, bah, ça repose intégralement sur de la confiance. Ce qui fait que le client va travailler avec toi plutôt qu'avec un des concurrents qui l'a sûrement prospecté également. C'est qu'il te fait confiance davantage à toi plutôt qu'aux autres. Et donc, si tu veux bâtir cette confiance, il faut pas te cacher. Parce que dans l'imaginaire collectif, quelqu'un qui se cache, c'est quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Donc forcément, si tu te montres pas, c'est pas perçu comme de la bienveillance ou de la transparence. C'est plutôt le contraire. Alors ça veut pas dire qu'il faut que tu te montres tous les matins non plus et que tu commences à partager toute ta vie, mais je t'invite à mettre 2-3 photos de toi ou à apparaître en vidéo si tu le peux sur LinkedIn, Instagram, YouTube, peu importe. Tu te fais un réseau social que tu alimentes un petit peu, tu te montres de temps en temps, tu montres qu'il y a un humain derrière le site web et derrière l'agence, et c'est ok, tout simplement. Allez, on change de registre avec cette 6e connerie. Ne recrute pas une armée de stagiaires et d'alternants. Ça, je l'ai trop vu chez des agences que j'ai accompagnées ou de façon générale dans les agences qui m'entourent. En France surtout. Hein. En France, il y a une passion stagiaire et alternant. Forcément, ça a toujours l'air d'une bonne idée. Hein. Des gens, une main d'œuvre qui coûte pas cher. Comment ça peut mal tourner? Dans la pratique, en fait, le truc des stagiaires et des alternants. Alors, c'est génial, hein, les stages et les alternances, c'est important pour les jeunes qui se font former grâce à ça. Et même pour nous, en tant qu'entreprise, c'est souvent très rentable d'en avoir. Le truc, c'est que si tu prends des stagiaires ou des alternants alors que tu as moins de 3 employés dans ton entreprise, ce qui va se passer, c'est que la charge de stagiaire ou d'alternant va te retomber dessus, sur toi, en tant que fondatrice de l'agence. C'est toi qui vas devoir t'en occuper. Et le problème d'un stagiaire ou d'un alternant, c'est pas son prix, parce qu'on est d'accord, ça coûte rien
ou pas cher. Je vous conseille de les payer quand même, hein, même ceux qui restent pas longtemps, payez-les, ça coûte pas grand-chose. Mais je veux dire, c'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est le temps et l'énergie que ça va te demander. Le temps et l'énergie que tu vas mettre dans l'accueil, la formation, la supervision de ce stagiaire ou de cet alternant pour le rendre rentable, ça va te coûter plus cher que si tu avais payé en CDD ou un freelance à la mission, déjà bien opérationnel et déjà bien compétent. Je sais que c'est contre-intuitif, mais ça, je le vois à chaque fois. Et je vais te dire un truc, la question que les agences me posent le plus souvent, parmi celles qui ont des stagiaires et des alternants, c'est comment est-ce qu'on vire un alternant? Je peux vous dire un truc, c'est que pendant une grosse période, on avait beaucoup d'agences qui avaient des alternants et on avait dans notre écosystème quelqu'un qui a eu pas mal de problèmes avec les alternants et qui a vraiment maîtrisé le sujet de la fin de contrat d'alternance. Je lui envoyais des agences pour venir récupérer du conseil sur comment mettre la fin à leur contrat d'alternance toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai envoyé du monde qui voulait mettre fin à des contrats d'alternance. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que le contrat d'alternance, il engage pendant 12 ou 24 mois. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est trop chiant de casser un contrat, parce qu'en plus vous mettez l'étudiant dans la merde, donc valait mieux y réfléchir avant. Mais ça vous engage sur 24 mois. Donc si vous avez moins de 3 employés, si vous faites pas au moins 15, 20, 25 000 par mois de façon stable, que vous avez des beaux revenus qui sont stabilisés et prédictibles, bah, je vous déconseille de mettre le nez dans tout ce qui est alternance et stagiaire. Honnêtement, ça m'empêche de dire ça, hein, parce que j'ai été stagiaire, j'ai voulu être alternant, j'ai pas trouvé alternance pour le coup, mais j'ai voulu être alternant, ça m'aurait beaucoup aidé pendant mes études, mais ça, c'est la réalité que je dois te partager à toi qui as une agence. Septième erreur, c'est de ne pas avoir d'upsell, d'offres en upsell, donc c'est-à-dire des offres que tu es prêt à vendre en service complémentaire à ce que tu as déjà vendu. Imaginons que tu vends un site web, et ben un upsell serait de vendre derrière au même client de la publicité sur Google, du SEO, du community management ou peu importe, mais quelque chose qui est complémentaire au premier service que tu lui as vendu. Pourquoi ce serait une erreur de ne pas en avoir? Eh bien parce que le plus important pour une agence, c'est la LTV, c'est la valeur des clients sur sa durée de vie chez vous. Donc c'est combien de temps un client reste dans ton agence et combien il te rapporte sur cette durée de vie. Le problème, c'est que si tu as un seul service, forcément, matériellement, sa durée de vie déjà va être plus courte. Même si tu le fidélises bien, s'il n'y a qu'un seul service, bah, il suffit qu'il y ait un seul problème avec ce service spécifique et le client disparaît. Et si ton service c'est du one shot, eh ben ça veut dire que dès que tu l'as livré, le client disparaît. Donc avoir plusieurs services pour un même client, à terme, c'est une très bonne chose parce que ça renforce la fidélisation. Et forcément, ça augmente aussi combien ton client va te payer. Si tu es à 1500 euros par mois pour ta stratégie SEO, et ben, que derrière tu lui vends du Google Ads à 1000 euros par mois, et ben maintenant ton client te rapporte 2500 euros par mois. Donc l'idée ici avec les upsells, c'est de venir capitaliser sur chaque client. Parce que ton client, tu payes son acquisition une fois, donc tu vas faire des efforts pour l'acquérir une fois, mais une fois que tu l'as chez toi, si tu t'en occupes bien, il va rester et tu peux lui conseiller des services supplémentaires pour qu'il te rapporte davantage. Donc avoir des offres en upsell, c'est super important. La huitième connerie à ne surtout pas faire, et celle-là, alors j'ai plongé dedans la tête la première dès que j'ai créé ma première agence, c'est de vouloir déléguer la prospection quand tu fais moins de 10-15 000 par mois. C'est-à-dire que là, tu lances ton agence, tu as envie de livrer du client, et tu as trouvé ton premier client, voire même les 2-3 premiers, tu veux te débarrasser de la prospection, tu te sens bien, tu trouves quelqu'un qui te propose de bosser juste à la commission par exemple, ou alors un commercial qui est pas trop cher, qui a un petit fixe, et tu lui dis tiens vas-y prospecte à ma place. Ça c'est la pire des conneries, tu perds la maîtrise de ton acquisition. Dans 99% des cas, ton commercial ne va rien te rapporter, il sera jamais rentable. Tu vas mettre de l'espoir sur lui, ce qui fait que pendant 1 mois, 2 mois de test, toi, tu ne vas pas aller prospecter. Ce qui fait que au bout d'un mois ou 2 mois, quand tu vas te rendre compte que ça marche pas avec ton commercial, eh ben, tu te retrouveras avec un pipeline complètement vide et tu vas passer par une grande traversée du désert qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois avec très peu de revenus. Et là, tu vas devoir te serrer la ceinture et ta trésor, elle va couler. Alors, ce scénario, je l'ai vécu trop de fois, je l'ai vu trop de fois. Vraiment, c'est le truc que je te déconseille absolument. Si tu prévois déléguer la prospection, fais-le en parallèle de ta propre prospection. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de la déléguer dans le sens où tu t'arrêtes de prospecter, bah d'abord tu continues de prospecter, tu trouves quelqu'un qui arrive à trouver des clients et à prospecter en même temps que toi et qui rapporte au moins autant que toi. Et une fois que tu vérifies que lui, sur au moins 1, 2, 3 mois consécutifs, il arrive à rapporter au moins autant que client que toi, bah là, tu peux éventuellement ralentir ta propre prospection et accentuer la sienne. Mais il faut jamais s'arrêter soi-même en tant que CEO d'agence de prospecter et tout mettre sur les épaules d'un commercial. Ça ne se passe jamais bien. Un bon commercial, de toute façon, il sera rentable dès le premier mois ou dès le deuxième mois, ce qui veut dire que toi, si tu continues de prospecter comme d'habitude, très rapidement, tu verras si c'est dangereux ou pas de t'arrêter. Mais
Tous ceux qui s'arrêtent avant de vérifier que le commercial soit capable de rapporter des clients le payent cher généralement. Neuvième erreur, n'essaye pas de créer une offre ultra originale que personne n'a jamais vue pour te démarquer de ta concurrence. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, surtout l'année dernière, je sais pas pourquoi. Toutes les agences que j'accompagnais voulaient créer des offres un peu tirées par les cheveux, des offres qui se démarquent de tous. Donc des offres avec des garanties, des promesses de fou. Je pense que c'est un peu lié à Alex Hormozy. Et je l'aime beaucoup, hein, c'est mon coach depuis 2 ans, mais avec son livre sur l'offre à 100 millions de dollars, il a parlé des offres où tu fais des promesses grandioses, où tu crées de très grandes attentes chez tes clients. Bref, ça, je pense que c'était un mauvais plan. Et du coup, ça a donné naissance à plein d'offres vraiment farfelues dans les agences où tu comprends même plus vraiment le service qui est vendu. Il y a vraiment des agences que j'ai pu croiser dans mon coaching AGS qui me disaient je vends des véhicules de croissance et machin. Ils vendent des sites web. Ils vendent des sites web qui convertissent et qui génèrent du trafic parce qu'ils sont bien référencés. Et ils me le présentent comme un véhicule de croissance d'aujourd'hui. Bref, ça, tu vois, à éviter. L'idée, c'est... Alors, faut pas tomber dans la commodité et vendre un site web comme si c'était une commodité comme tous les autres. Mais faut pas non plus tomber dans un extrême où ton offre ne ressemble même plus à ton service de base. Il faut trouver un juste milieu. Il faut accepter que ton service, c'est peut-être une commodité de base, en tout cas ça a l'air d'une commodité de base, mais tu viens l'habiller avec des bénéfices qui sont attendus, et puis pourquoi pas des particularités sur ta façon de livrer ton service. Je te donne un exemple. Plutôt que de dire je vends des sites web, ou je vends des véhicules de croissance moderne en ligne, ok, on se met au milieu entre les deux, on dit je construis des sites web qui génèrent des ventes, et je les livre en moins de 30 jours. Tu vois, c'est juste, j'adopte mon service, j'y connecte un bénéfice concret pour mon client. Éventuellement, je peux personnaliser mon offre, y mettre un truc un peu stimulant, un peu intéressant, du genre je livre en 30 jours. Ou alors si tu vends de la publicité, tu peux dire je m'occupe aussi bien du copywriting que de la créative et du visuel. Tu vois, c'est juste expliquer en quoi ta démarche de livraison est peut-être un peu plus poussée que d'autres, ou en quoi elle est particulière, en quoi elle est intéressante pour ton client. Mais l'important c'est de pas aller trop loin et que le patron de PME classique qui connaît pas grand chose au web, qu'il comprenne en une lecture, en une seule fois de ta proposition de valeur, donc de ton service, ce que tu vends. Il faut que le patron de PME qui vend, je sais pas moi, de la peinture qui refait des toitures, il comprenne en une phrase ce que tu fais et ce que tu peux lui apporter et pourquoi c'est intéressant de bosser avec toi. 10e erreur à ne pas faire, surtout ne vends pas 8, 9, 10 services en même temps. Genre, il faut pas que ton offre, ça ressemble à un menu de restaurant avec plein de trucs différents et que tu dises au client, tiens, choisis ce que tu veux. Moi, mon conseil, c'est que tu aies maximum, 2, 3 services, grand max. Et quand tu prospectes, l'idée, c'est que tu ailles voir le prospect que tu as finement choisi et qualifié et que tu lui proposes le service qui, selon toi, va lui apporter le maximum de résultats. Si tu fais, par exemple, du Google Ads et du site web et du SEO, et donc que tu vois une entreprise qui a l'air sympa, que tu as envie d'aider. Et tu te rends compte que ils font rien de tout ça, pas de SEO, pas de Google Ads, donc ils sortent pas sur la première page, et puis en plus ils font pas de publicité. Et tu te rends compte en plus que leur site web est nul. Et nul, quand j'entends par là, c'est un site web qui va pas convertir, qui va pas avoir beaucoup d'impact sur la conversion. Là, tu vois, plutôt que d'aller le voir et lui dire, qu'est-ce que tu veux parmi tous mes services? L'idée, c'est de te dire, moi, dans tous les cas, il faut que je commence par lui vendre un site web parce que son site aujourd'hui ne convertira pas. Donc, même si je lui vends du SEO ou du Google Ads, ça va juste envoyer du trafic vers quelque chose qui convertira pas. Donc, c'est pas rentable quoi qu'il arrive. Donc, je sais déjà que quand je vais aller le voir, je vais le prospecter pour un site web, pour lui vendre un site web qui convertit. Une fois que j'ai vendu un site web qui convertit, je pourrais l'upsell, lui faire une vente supplémentaire pour du Google Ads ou du SEO. Vraiment, c'est plutôt dans cette démarche-là que tu dois prospecter. Tu trouves quelqu'un qui a un problème que tu peux régler, tu le prospectes pour ce problème bien spécifique et pour ta solution bien spécifique, et une fois que c'est fait, éventuellement, tu peux l'upsell sur autre chose. 11e connerie à ne pas faire, c'est de ne pas collecter des témoignages clients dès le début. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que je le regrette. Je pense que j'ai attendu pas loin d'un an et demi avant de commencer à demander des témoignages écrits et vidéo à mes clients. C'est vraiment un truc à ne pas faire. Dès ton premier client, demande un avis écrit, un avis vidéo, une étude de cas si tu le peux. Plus tu as de matière et de feedback de la part de ton client, et mieux c'est. Ta prospection va se faciliter si tu as ne serait-ce qu'un avis. En réalité, tu prends 1, 2, 3 avis ou 1, 2, 3 témoignages vidéo et ta prospection devient facile. Donc il faut absolument que tu aies de la preuve sociale et que tu la récoltes dès le début. Même si tes premiers contrats, c'est pas... Voilà, imagine que tu as vendu des sites ou des campagnes de pub ou du community management pour pas cher. C'est pas grave, on s'en fout de qui est le client et de combien il t'a payé. Ça reste un client, ça reste quelqu'un pour qui tu as travaillé, même si c'est au démarrage et que c'est pas parfait. Donc demande des témoignages, demande des avis, ça va tout faciliter par la suite.
Allez, là j'y vais avec des plus petites erreurs, plus efficaces, mais bien importantes. 12e erreur, l'erreur c'est de ne pas envoyer des devis en moins de 36 heures. C'est-à-dire que quand tu as un rendez-vous avec un prospect, ça serait une erreur que de prendre plus de 36 heures avant d'envoyer ton devis. En fait, ton prospect, tu le mets dans un état émotionnel intéressant pendant le rendez-vous. Il se visualise avec toi, recevoir ta solution, il imagine les résultats qu'il pourrait recevoir grâce à toi. Donc tu le mets dans un état émotionnel où il est ouvert à l'investissement, il est ouvert à ta solution. Si tu attends 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en ai vu qui ont attendu une semaine ou 10 jours avant d'envoyer le devis, ben, son émotionnel, il retombe à plat. Et tu dois refaire ton travail depuis le début. Tu vas lui envoyer un devis, tu vas te faire ghoster. Ce que tu veux, c'est faire ton rendez-vous, faire monter l'émotionnel du prospect. Donc, le rendez-vous se passe bien, le prospect se visualise bosser avec toi, il te demande le prix, tu lui dis que tu vas lui faire un devis, et tu lui envoies le devis en 12, 24 heures. Maximum 36 heures, si tu dois récupérer de l'information à droite à gauche, donne-toi 36 heures. Mais dans les 36 heures, tu lui envoies ton devis pour qu'il le reçoive au moment où il est encore émotionnellement impliqué dans la transaction avec toi et dans le rendez-vous que tu as fait avec lui. C'est un point qui est super important. C'est trop bête de perdre un prospect que tu as durement trouvé, prospecté et qui t'a obtenu un rendez-vous. C'est trop bête de le perdre parce que simplement tu as attendu trop longtemps pour envoyer un devis. La 13e erreur, elle est un peu sur la même thématique. L'erreur, c'est de ne pas prévoir tout de suite un second rendez-vous après le devis. Imaginons que tu envoies ton devis donc 12, 24 ou 36 heures après ton premier rendez-vous avec un prospect. Et ben, le truc, c'est que si tu n'as pas prévu d'avance un second rendez-vous quelques jours après avoir envoyé le devis, tu risques de te faire ghoster, de te faire ignorer. Et quand tu sors d'un rendez-vous, tu as bossé sur le devis, voilà, tu t'es pris la tête un peu pour apporter quelque chose qui a du sens à ton prospect et que tu reçois du silence, de l'indifférence, bah ça fait mal. Donc on veut l'éviter, ça. T'as travaillé, t'as mis du temps, t'as mis de l'énergie, il faut que ce soit rentabilisé. Donc il te faut absolument une réponse sur laquelle tu peux travailler. Et la seule façon de t'assurer une réponse, bah, c'est d'être sûr de revoir le prospect. Donc la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'appliquer ce qu'on appelle le BAMFAM. Book a meeting from a meeting, donc placer un rendez-vous à partir d'un rendez-vous, ce qui veut dire que pendant ton premier rendez-vous, pendant ton R1, donc le premier rendez-vous avec ton prospect, quand il te dit bah vas-y fais-moi un devis, tu lui dis ok, je te fais un devis, tu l'auras d'ici 24 heures. Ce que je te propose, c'est qu'on place tout de suite un second rendez-vous pour dans 4 jours ou 5 jours. Comme ça, on pourra parler de vive voix de ce devis que je t'aurai envoyé. Tu auras eu le temps de le consulter, de le regarder, d'en parler avec qui tu veux. Et comme ça, dans 5 jours, on se reparle de vive voix. Comme ça, c'est un rendez-vous, il est posé et tu sais que tu auras ta chance de lever des objections si jamais il y en a. Tiens, en parlant d'objections, 14e erreur, c'est de ne pas poser des questions, de ne pas oser poser des questions quand on te sort une objection. Quand on te dit c'est pas dans mon budget, c'est trop cher pour moi, c'est pas dans mon budget. Il faut poser une question. Et c'était quoi votre budget? C'est quoi le budget que vous avez en tête? Il faut poser des questions pour comprendre l'objection, pour venir l'analyser, pour ensuite pouvoir la contrer. En fait, vous savez, la source principale d'échec dans les closings des clients, c'est pas que les clients sont absolument contre de travailler avec vous, c'est que je le vois et je l'entends parce que je demande aux membres de mon coaching de me faire des enregistrements de leurs rendez-vous. Et la source numéro 1 pour laquelle les rendez-vous ne donnent rien, c'est pas que les clients veulent pas, c'est que les vendeurs, entre guillemets, donc les fondateurs d'agences, n'osent pas insister pour récupérer de l'information, n'osent pas poser des questions après avoir reçu une objection. Généralement, ce qui se passe, c'est que tu reçois une objection, ça te met mal à l'aise, et alors soit t'oses pas répondre du tout et forcément bah, c'est perdu, soit tu réponds par une confrontation. Il y en a qui disent mais non c'est pas si cher. Quand il dit c'est pas mon budget, bah, pourtant c'est pas cher. Ça ferait pas avancer la conversation, c'est une confrontation. Ce qu'il faut c'est poser des questions pour mieux comprendre l'objection que tu as en face de toi et à partir de là tu vas pouvoir y répondre. Parce que si ton site web il est présenté à 5 000 euros et qu'on te répond c'était pas mon budget, c'était quoi votre budget? 4 500 euros. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête ou est-ce que tu pourrais pas lui faire un rabais de 500 balles pour que on signe? Et là, donc tu peux répondre par une question. Si là tout de suite, je vous fais une fleur de 500 euros, est-ce que vous signez? Est-ce qu'on avance ensemble? Il vous dit oui. Eh ben c'est bon, c'est réglé. Mais tu vois, si là t'as pas posé de question, bah tu sauras jamais qu'en réalité il voulait juste te gratter 500 balles, donc 10% d'escompte, c'est pas énorme, et en réalité tu vas perdre ton deal à 5000 alors que tu aurais pu l'avoir immédiatement pour 4005. Donc il faut oser poser des questions dès qu'il y a une objection. Et enfin, la 15e et dernière erreur, la connerie à ne pas faire, c'est de livrer ton client sans lui présenter ce que tu as créé pour lui. Alors ça, c'est vrai pour du community management, pour de la pub, pour du site web, pour du branding, peu importe ce que tu fais. Tu dois
vendre une première fois ton service quand tu vas prospecter ton prospect, mais tu vas aussi le revendre au moment de la livraison. Je m'explique. Alors moi j'ai vendu beaucoup de sites web, c'est pour ça que je parle tout le temps de sites web. Eh ben, quand tu vends un site web, déjà, la première vente que tu fais, c'est quand tu prospectes, quand tu vas avoir une boîte pour la convaincre de refaire ton site web. Mais tu vois, l'erreur, ce serait que après ta production, quand tu as fini ta production, ce serait de lui envoyer le lien en lui disant, tiens, voilà, le site web est terminé, regarde-le, dis-moi ce que tu en penses et dis-moi ce que tu veux corriger. Ça, c'est la pire des méthodes de livraison possible. Ce que tu dois faire, c'est présenter le site web que tu as créé à ton prospect. Tu prévois un rendez-vous de 20 minutes, 30 minutes, 1 heure s'il le faut. Et tu lui présentes ton site web de A à Z, tu lui expliques tout. Alors ici, j'ai mis le logo de telle façon, le menu il est comme ça pour telle raison, le bouton call to action il est comme ça pour telle raison, je l'ai mis en rouge pour que ça se voit, pour telle raison. Et je vais justifier chaque pixel du site web que j'ai construit. En faisant ça, tu viens montrer le travail que tu as déployé pour créer ton site. Tu viens attacher ton prospect, enfin ton client maintenant, avec le site web que tu es en train de lui livrer, et tu viens réduire de 90% le volume de modifications que tu auras à faire. Parce que tu vois, le gros bouton rouge, ça se trouve ton prospect, enfin ton client, il le trouve moche. Mais maintenant que tu lui as expliqué que le gros bouton rouge, il est comme ça parce que ça rappelle l'urgence et que c'est un site pour une clinique médicale. Il faut un bouton où les gens peuvent appuyer de façon évidente s'ils veulent pouvoir prendre rendez-vous rapidement, etc. Parce que les gens réagissent mieux avec le rouge qui correspond à l'urgence. Bon, ça va faire son sens. Et d'un coup, le bouton rouge qu'il trouvait moche, il va le trouver utile. Il va pas te dire de le modifier. Alors que dans un autre monde, il t'aurait dit, bah tiens, mets-le à la même couleur que mon logo. Mets-le en vert. Ce qui est l'inverse de ce qu'on veut déclencher. Donc, il faut vendre et expliquer chaque élément de ce que tu livres pour que ce soit accepté, apprécié. Et que d'ailleurs, et quand je dis apprécier, c'est-à-dire que l'étendue de ton travail soit jugée positivement. Et c'est grâce à ça, non seulement que ta livraison se fera mieux, et se fera avec beaucoup moins de modifications, et c'est aussi grâce à ça que tu vas avoir davantage de témoignages positifs. Parce que quand les gens comprennent l'étendue de ton travail et de ce que tu as fait pour eux, eh ben là, ils sont enclins à te faire un témoignage positif. Et donc, on revient à une autre des erreurs que j'ai mentionnées. Mais là, ça devient facile de demander un témoignage. Bon, j'espère que tu t'es pas trop retrouvé dans ces 15 erreurs. En tout cas, maintenant, peut-être que ça t'aura permis d'en prendre conscience et de les corriger. Encore une fois, moi, je les ai à peu près toutes faites. Donc, c'est parfaitement normal. Et je les vois très, très, très souvent dans la plupart des agences qu'on accompagne. Donc, si c'est le cas, c'est ok, c'est normal, t'inquiète. Si tu veux de l'aide dans ta prospection, je t'ai préparé un pack prospection qui est ci-dessous dans lequel je t'ai fait une liste des niches qui ont un fort potentiel si tu vends des services marketing, donc du site web, de la pub, du SEO, etc. Je te laisse aller voir ça. Et si tu penses que tu fais des erreurs, peut-être d'autres erreurs que celles que j'ai mentionnées aujourd'hui et que tu veux avoir un avis de ma part ou de celle de mon équipe sur ton agence, que tu veux nous partager un de tes challenges, bah il y a un lien ci-dessous pour réserver un call. Comme ça, tu pourras nous expliquer tout ça et au passage, on pourra te dire ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider éventuellement. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère vraiment que, encore une fois, ça va t'aider avec ton agence. Si t'as aimé, tu peux liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.